Bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des Canaries et des chardonnerets, encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28, et qui dit nouvelle vidéo dit nouveau sujet. Donc le sujet d'aujourd'hui concernera en fait l'étude de l'éclairage en général, hein, dans la partie canariculture ou l'élevage des indigènes, même les oiseaux crochus, donc l'élevage des oiseaux en général. Et donc du coup, il y a pas mal de questions qui se posent sur les éclairages, donc le type d'éclairage, comment fonctionne l'éclairage. On va comprendre comme dans nos habitudes sur cette chaîne-là, comment fonctionne l'éclairage, c'est quoi l'impact de l'éclairage sur la morphologie en fait des oiseaux. Je vais surtout cibler les canaris et les chardonnerets, les indigènes aussi, donc les oiseaux de petite taille, sachant que il y a une similitude avec les autres oiseaux type grande perruche pardon, et les oiseaux d'Europe. Donc, du coup, comment j'ai découpé la vidéo? Donc, on va voir certains chapitres, hein. Donc, certains chapitres, ce sont des préambules, hein, des choses, des informations qu'on a déjà vues dans certaines vidéos précédentes, type les paramètres de la reproduction. Donc, pour les nouveaux abonnés, je vous conseille de retourner voir une vidéo qui s'appelle les paramètres de la reproduction, où nous avions parlé en fait de la température, de l'humidité, de l'éclairage et de certaines vitamines, dont la vitamine E. Mais pour vous résumer, en fait, les quatre paramètres en fait, responsables de la reproduction chez les oiseaux en captivité, donc les canaris ou les chardonnerets, en fait, il faut maîtriser quatre paramètres. Donc ça, cette vidéo, elle date du mois de janvier ou de février, je ne me rappelle plus. Mais en résumé, il faut maîtriser quatre paramètres. Donc la température, il faut que la température évolue de 10 degrés si la température elle est inférieure à 10 degrés ou elle est à 10 degrés. Il faut qu'elle évolue de 10 degrés à 15 degrés minimum. Après, on n'est pas à l'abri que des couples se reproduisent à 14 degrés. C'est déjà arrivé, comme des couples qui se sont reproduits avec une durée d'éclairage inférieure. Donc ça, on n'est pas dans le singleton, on n'est pas dans des cas spécifiques, on parle en général. Donc il faut que la température puisse évoluer de 10 à 15 minimum degrés Celsius. Il faut que l'humidité puisse évoluer de 60 à 80%. Ça, c'est pour réussir en fait les œufs, l'éclosion. Et il faut que l'éclairage en fait soit au minimum 15 degrés. Il faut aussi jouer sur certaines vitamines qu'on a déjà vues, type la vitamine E qui est responsable de la fécondité chez les oiseaux. Et pour ça, on avait vu plusieurs produits de ce type-là, donc le Necton E qui contient un taux élevé de vitamine E et le Fertivit. Après, il y a plusieurs produits sur le marché, c'est enfin plus ou moins riche en vitamine E. Donc voilà, donc ça c'est ce qui va nous aider en fait comme introduction au sujet de l'éclairage. Donc ensuite, il y a dans ces quatre paramètres, il y a le critère de l'éclairage. Donc maintenant, dans cette vidéo, on va surtout cibler en fait ce paramètre-là, le voir en détail, ce qui se passe, quels sont les paramètres de cet éclairage-là, comment s'y prendre avec ce paramètre-là, comment le régler et c'est quoi l'impact sur les oiseaux. Donc tout d'abord, quand on parle d'éclairage, on parle de deux types d'éclairage ou systèmes d'éclairage. Il y a les éleveurs qui vont travailler sur un système qui est naturel, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est avec la lumière du jour, la lumière blanche du jour. On va voir les critères de la lumière du jour un peu plus bas. Donc, quand on parle d'un élevage naturel, ça veut dire que la lumière, elle n'est pas réglée, elle n'est pas provoquée par l'éleveur, elle est provoquée par la nature. Donc, le lever du soleil, le coucher du soleil se fait naturellement. L'élevage naturel peut être à l'intérieur comme il peut être à l'extérieur. À l'extérieur, c'est dans le jardin, dans des box, etc. Et donc, du coup, le cycle de reproduction va suivre la lumière du jour. Et à l'intérieur, il y a des fenêtres, c'est-à-dire l'éleveur ne rajoute pas un éclairage artificiel, il a des grandes baies vitrées ou une toiture qui laisse passer la lumière du jour, et c'est avec cette lumière du jour qu'il va travailler, même s'il est à l'intérieur, il a des grandes fenêtres qui vont gérer en fait sa saison. Et le naturel peut se faire en volière extérieure, comme on a vu, ou comme des cages quand il s'agit de l'intérieur, mais avec des fenêtres qui vont gérer le lever et le coucher du soleil. Et maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout l'éclairage artificiel. Donc, l'éclairage artificiel, c'est l'inverse de naturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'éleveur qui va contrôler certains paramètres.
Donc ici, c'était la lumière du jour qui gérait naturellement la saison. Ici, non, il faut la gérer via un système et on va voir ce que c'est le système. Donc l'éclairage artificiel, il a besoin d'un système. Système, quoi comme système, on va voir dans le chapitre suivant. Il se fait majoritairement en intérieur. À l'intérieur, en fait, c'est pas l'extérieur, parce que si c'est à l'extérieur, il y a une partie du naturel qui va gérer la saison. Et il se fait majoritairement en cage. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, on favorise les cages, mais je généralise pas. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui font des box à l'intérieur aussi, donc c'est la nouvelle tendance. Et donc du coup, c'est surtout, on utilise les cages type 120, Cova, 2GR, etc. Et il y a aussi des marques italiennes qui coûtent cher. Mais en tout cas, voilà. Donc le naturel, il a ces trois critères. L'artificiel, il a ces trois critères. Mais dans les trois critères, on se pose la question, c'est quoi le système? Comment gérer le système? Donc tout simplement, le système, c'est la source de lumière qui va remplacer en fait la lumière du jour. Donc elle peut être des ampoules. Donc avant, on utilisait des ampoules halogènes ou même des tubes halogènes. Avant les LED, hein, avant la dispo des LED sur le marché. Donc on utilisait des ampoules qu'on appelait soit la lumière jaune chaude, et après il y a eu la lumière jaune froide, et aujourd'hui c'est la lumière blanche froide. Et on va comprendre pourquoi cette évolution. Donc avant on utilisait les ampoules. Mais le problème des ampoules, c'est que les ampoules, elles ont une fréquence. Une fréquence, c'est quoi? En fait, quand on regarde une ampoule qui est allumée, nos yeux, en fait, ne vont capter qu'un ensemble d'images. Une vidéo n'existe pas physiquement. Une vidéo, c'est quoi? Une vidéo, c'est l'enchaînement de plusieurs images. Donc notre œil, il va capter par exemple 10 images par seconde, ça va nous donner la vidéo. Donc l'ampoule, quand elle est allumée, quand elle est allumée, en fait, elle n'est pas allumée en permanence. Elle s'allume et elle s'éteint, mais ça se fait tellement vite que notre œil ne voit pas en fait les coupures. C'est ce qu'on appelle la fréquence. Et en général, la plupart des ampoules utilisées dans les élevages avant, elles avaient une fréquence de 50 Hz. Ça veut dire 50 images par seconde, un truc comme ça. Je ne suis pas spécialiste en ondes lumineuses. Et le problème de ça, c'est que les oiseaux, ils ont une meilleure vue que les éleveurs. C'est-à-dire, même si l'éleveur il ne voyait pas les coupures de lumière sur les ampoules, les oiseaux, ils le voyaient. Donc, on n'avait pas la même notion de l'éclairage. L'animal qui est l'oiseau et l'éleveur qui est l'humain. Pourquoi? Parce que l'oiseau, tout simplement, c'est ce que j'ai marqué, attention, la vue d'un oiseau est 3 fois plus meilleure que celle de l'humain. Donc, en utilisant des tubes néons ou des ampoules qui ont des fréquences 50 Hz minimum jusqu'à 20 000 Hz, ça déclenchait chez les oiseaux du stress. Pourquoi? Parce que pour eux, la lumière, elle s'allumait, elle s'éteignait, elle s'allumait, elle s'éteignait. Mais nous, l'humain ne peut pas voir en fait cette vitesse de... Et d'ailleurs, on le voit sur certaines vidéos. Si vous prenez des anciens caméscopes et que vous regardez des anciennes vidéos des anciens youtubeurs, vous allez voir que dans les salles d'élevage, que ce soit les néons ou les ampoules, on voit un phénomène en fait de flash. En fait, c'est pas le flash, c'est que le caméscope est tellement puissant pour suivre la vitesse d'extinction et en fait, d'allumage et d'extinction de la fréquence. Et donc, du coup, ça confirme que les ampoules et les néons, ils ont une fréquence. Cette fréquence, nous, on la voit pas. On pense que la lumière, elle est stable, mais non. Les oiseaux, ils voient bien des flashs. On dirait que c'est une discothèque. Et donc, ça déclenche chez eux un stress. C'est pour ça, finalement, la plupart des éleveurs, ils sont passés sur un éclairage LED. C'est pour ça que j'ai mis croix. Donc ça, c'est ancien. Ça, c'est ancien. Au fur et à mesure, on avance, on favorise et on optimise, en fait, nos installations pour les saisons qui arrivent. Donc du coup, aujourd'hui, la plupart des éleveurs, ils utilisent en fait ce qu'on appelle le LED parce que le LED n'a pas de fréquence. Il est stable, c'est ce que j'ai marqué. La source lumineuse de LED, elle est stable, elle est sans coupure. Donc, on supprime déjà le stress chez les oiseaux. Donc, il n'y a plus ce phénomène-là de coupure que nous, on ne voit pas, mais les oiseaux le voient très bien et ça les stresse, c'est gênant, ça les dérange. Et c'est pour ça, cette année, il y a beaucoup plus d'éleveurs qui ont réussi à reproduire par exemple, les chardonnerets. Quand vous revenez 10 ans en arrière, 5 ans en arrière,
comme la plupart des éleveurs, ils étaient sous ampoule et sous tube, il y avait moins de pourcentage d'éleveurs qui réussissaient en fait à reproduire certaines espèces d'oiseaux, dont le chardonneret. Encore une fois, cette chaîne, elle cible les canaris, les chardonnerets. C'est pour ça les chardonnerets, ça revient souvent dans les comparatifs, mais ça peut toucher d'autres oiseaux européens ou australiens. Donc du coup, juste, je rappelle que les oiseaux voient 3 fois plus d'images que l'homme à la seconde. Encore une fois, en fait, la vidéo n'existe pas. La vidéo, c'est plusieurs images collées dans le temps. Donc du coup, quand on regarde quelque chose, en fait, on regarde nos yeux, ils vont prendre plusieurs clichés et le cerveau va les coller. Ce qui fait que je suis en train de voir ma main qui bouge. En fait, ce sont plusieurs clichés que le cerveau va reconstruire pour que je vois cette vidéo-là. Les oiseaux, c'est pareil. C'est pour ça, si l'éclairage, il s'éteint, il s'allume, il s'éteint, il s'allume, ça veut dire les oiseaux, eux, ils voient une coupure. Il y a une image avec éclairage, une autre image sans éclairage, une image avec éclairage, une image sans éclairage. C'est pour ça qu'il faut supprimer la notion de la fréquence dans vos systèmes d'éclairage. Après, aujourd'hui, c'est tellement il y a eu des évolutions dans les éclairages qu'on peut trouver des systèmes d'éclairage toujours ampoule et tube avec de l'électronique qui vont gérer en fait les coupures. 30 000 Hz. 30 000 Hz, même les oiseaux, ils ne voient pas les extinctions. En fait, c'est tellement rapide, il y a beaucoup trop d'images dans la seconde, ce qui fait que les oiseaux ne les voient pas. Mais ce qui coûte moins cher, c'est le LED. Il est économique, il n'y a pas besoin d'électronique derrière pour gérer la fréquence. Donc voilà le premier point technique concernant les éclairages. Donc aujourd'hui, si vous voulez quelque chose, un système moins cher, sans électronique et économique et qui marche très bien, ce sont les LED. Maintenant, il y a un deuxième critère, c'est le spectre d'une lumière. Qu'est-ce que c'est le spectre d'une lumière? Donc certains le connaissent parce que ils ont peut-être fait des recherches avant pour maîtriser leur cycle de reproduction, d'autres le savent pas. Donc je vais essayer comme d'habitude de simplifier au maximum les explications. Donc le spectre d'une lumière, c'est juste les composants de la lumière. Quand on a une lumière, elle est composée de plusieurs filtres. Donc si je prends la lumière du jour ici, la lumière du jour qui est la lumière naturelle, en fait, elle part de plusieurs ondes. Ce qu'on appelle le spectre, ce sont des ondes lumineuses avec chacun une couleur qui vont construire la lumière globale qui est blanche. Donc la lumière blanche de la nature, elle se compose de plusieurs spectres qui partent de l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge. Et donc nous, les humains, on ne voit que ce qui se passe entre l'ultraviolet et l'infrarouge. Ça ne veut pas dire que les capteurs qu'on a dans les yeux ne sont pas dérangés par l'ultraviolet. C'est pour ça, sur les écrans de téléphone, sur les écrans d'ordinateur, la technologie a inventé des filtres pour supprimer les ultraviolets qui sont mauvais pour nous. Même si on ne les voit pas, ils existent et ils nous dérangent les capteurs. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la lumière blanche ou la lumière la plus complète, c'est la lumière du jour. Elle a un large spectre, elle part de l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge. Ce que l'humain voit, c'est uniquement ce qui se passe entre l'ultraviolet et l'infrarouge. Donc c'est toutes les couleurs qui sont là-dedans. Et toutes ces couleurs, ce sont en fait à base de 3 couleurs. Les 3 couleurs naturelles et leur combinaison. C'est comme les pigmentations, quand on a vu chez les canaris, les chardonnerets, il y avait 2 pigments, le noir et le brun, et après l'isabelle, l'agate, tout ça, le pastel, enfin, ce sont des combinaisons entre le noir et le brun. Ici, c'est pareil dans la couleur. Il y a 3 couleurs de base, et la combinaison de ces 3 couleurs de base va donner tous les ondes qu'on connaît, toutes les couleurs qu'on connaît qui se trouvent entre l'ultraviolet et l'infrarouge. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'humain, il voit 3 couleurs de base et la combinaison de ces 3 couleurs de base, ce qui le limite avant l'ultraviolet, après l'ultraviolet et avant l'infrarouge. Les oiseaux, eux, ils ont une couleur supplémentaire de base qui est l'ultraviolet. Donc l'ultraviolet, les oiseaux le voient, contrairement à nous, et ça fait leur 4e base. Donc vous voyez que quand on analyse en fait le spectre de la lumière, les oiseaux, non seulement ils voient beaucoup plus d'images à la seconde que les humains, mais ils ont aussi une couleur, une 4e couleur de base que nous, on ne la voit pas et on ne la connaît pas physiquement. Mais par contre, avec la technologie, le high-tech, on sait qu'il existe l'ultraviolet et l'infrarouge qu'on ne voit pas, mais par contre, il existe bien dans certains objets. Et donc du coup, l'oiseau, il se retrouve avec un avantage, 4 couleurs de base et les combinaisons de ces 4 couleurs de base. Donc à savoir pourquoi les oiseaux en général ou les animaux, en fait, il suffit juste de leur donner une nourriture bonne, ils vont la manger, une nourriture pas bonne, ils ne vont pas la manger.
manger. Les oiseaux, ils n'ont pas le flair comme les félins. Les félins, il faut qu'ils la sentent, même s'ils ont une vue, il faut qu'ils sentent la nourriture pour pouvoir la manger. En fait, les oiseaux, ils se basent justement sur ce quatrième pilier de couleur qui va soit leur donner l'autorisation de manger ou pas manger. Quand on leur donne des fruits et des légumes, ils vont tout de suite aller manger d'abord. Ils vont se baser sur l'aspect de la couleur parce que l'ultraviolet, ils la voient. Ils la voient sous forme de fluo. En fait, c'est une couleur fluorescente, bleu fluorescente. Donc, quand on leur offre des fraises, quand on leur offre de la pastèque, c'est surtout sur ces deux aliments qu'il existe en fait cette couleur-là. En fait, quand ils voient le fluo, ils vont tout de suite aller manger dedans. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que ça ressemble à quelque chose qui se mange et c'est de la fraise, que c'est du pastèque, même si ça ne fait pas partie de leur régime quotidien. Ils savent très bien, donc voilà, le régime alimentaire chez les oiseaux, il est basé aussi sur cette quatrième couleur que nous, on n'a pas. Et eux, dès qu'ils voient en fait des fluos, ça veut dire c'est une nourriture qui se mange, c'est de la friandise, c'est des fruits, c'est des légumes, etc. Donc juste pour vous donner un exemple, que nous, notre spectre, il est réduit, c'est entre ces deux-là. Eux, non, il est un peu plus large à gauche. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'ultraviolet qu'ils voient et ils se basent sur les couleurs ultraviolettes qui sont scientifiquement prouvées de couleur fluo bleu, qui va leur dire par exemple que la fraise elle se mange, vous allez manger directement parce qu'ils n'ont pas de flair comme les chiens ou les chats, il faut qu'ils reniflent la nourriture avant de la manger. Donc voilà, donc on a vu le système, techniquement quel système il faut choisir. Dans ce système-là, il a des caractéristiques, donc le spectre. Il y a aussi une autre importance, c'est l'importance de l'ultraviolet. Donc l'ultraviolet ne sert pas juste à alimenter la base de couleur chez les oiseaux, ça sert aussi techniquement pour la reproduction. Donc l'ultraviolet. C'est quoi le rôle de l'ultraviolet de cette partie-là chez les oiseaux pendant la période de reproduction toujours? En fait, l'ultraviolet, il va stimuler les glandes, une partie des glandes du cerveau pour accélérer la production du calcium. Donc quand il commence à faire beau début du printemps, les oiseaux ils sont beaucoup plus actifs parce qu'ils sortent de la période hivernale et donc du coup il fait beau, les températures montent doucement, ils s'activent, ils vont commencer à aller manger, le régime alimentaire il va commencer à changer début du printemps. Il fait un plus beau, ils ont envie de bouger, ils ont envie d'aller creuser de droite et à gauche, les asticots, leur régime alimentaire il devient de plus en plus riche. Et pourquoi? Parce que justement les rayons du soleil et les UV qui sont dans la lumière naturelle vont les motiver grâce à ces glandes. Donc ces glandes-là, ils vont accélérer la production du calcium et pas seulement que ça, ils vont aussi produire la vitamine D3 qui va fixer son rôle de la vitamine D3, c'est fixer le calcium qui a été produit. Donc l'UV a deux impacts sur, pas la mentalité, mais la reproduction, le cycle de reproduction d'un oiseau. Premièrement, il va accélérer parce que le calcium, il est produit tout au long de l'année. C'est juste, il y a des phases où le calcium, il est produit 2 fois, 3 fois plus vite que la période hivernale. Donc voilà, pourquoi? Parce que les œufs ont besoin, la femelle quand elle va pondre, elle a besoin de calcium. Le mâle aussi, quand il se fait déplumer pour repousser les plumes, il a besoin de calcium, etc. Donc là, le calcium, il va se produire 2 fois plus vite dans le corps d'un oiseau. Mais pour produire le calcium, il faut de la place pour le fixer. C'est comme la coloration chez les oiseaux. La coloration chez les oiseaux, je vous expliquais qu'il y a deux sortes de coloration. Il y a la coloration qui est produite par l'oiseau, par le corps de l'oiseau, comme le tarin du Venezuela. Pas besoin de le colorer, son corps il produit de la caroténoïde. Mais par contre, donc lui, son corps, il va produire. Et il y a un autre oiseau qui est le canari rouge, lui, il va fixer la contaxanthine qu'on va lui donner. Donc il y a la production, il y a la fixation des pigments. Ici c'est pareil, il y a la production du calcium et pour pouvoir le fixer, il faut un enzyme intermédiaire ou une vitamine intermédiaire qu'on appelle le D3, qui est d'ailleurs différent de la vitamine E dont on a parlé ici. Les paramètres de reproduction, c'est la vitamine E. Donc, je rappelle juste qu'il y a une grosse différence entre la vitamine E et la vitamine D3. Je vous explique avec des produits. En fait, la vitamine E, elle va favoriser la fécondité chez le mâle et chez la femelle. La vitamine D3, elle ne va pas
favoriser la production, mais elle va favoriser la fixation du calcium. Et donc le calcium plus la vitamine E vont faire que vos couples seront prêts ou pas. Un simple exemple, un produit que tout le monde utilise, le Fertivite. Quand vous regardez les composants du Fertivite, vous allez voir qu'il ne se compose essentiellement que de la vitamine E. Donc ça, c'est la fécondité. Il booste la fécondité. Si je prends l'autre concurrent de Fertivite, le Necton E, si vous regardez les compositions de ce produit-là, c'est un stimulant, c'est la vitamine E. Mais uniquement ça. La base de ces produits-là, c'est de la vitamine E. C'est pas pour... il existe d'autres vitamines en petit pourcentage, mais le plus important, c'est de la vitamine E. Maintenant, la vitamine 3, on la trouve où? La vitamine 3, on la trouve dans les rayons du jour. Sinon, ce que je fais moi, c'est que j'administre pendant le cycle de préparation, pas pendant la reproduction. C'est de la vitamine D3 directement. Hop. Voilà. Vitamine D3 que je donnais à mes becs crochus, et je donne rarement en fait, je donne rarement à mes chardonnerets et mes canaris. C'est au mois de janvier-février qu'il faut les préparer. Pourquoi? Parce que le calcium qui est produit, il va falloir qu'il soit fixé, qu'il soit stocké dans le corps, sinon il est perdu. Et donc du coup la vitamine D3, ça va lui créer des capteurs pour pouvoir stocker le calcium. Sinon la vitamine E toute seule, sans calcium, vous n'allez pas aller jusqu'au bout de l'éclosion. Soit parce que le mâle n'a pas beaucoup de calcium, il est en carence, soit la femelle n'a pas beaucoup de calcium pour pouvoir former en fait la coquille des œufs. Et vous avez beau à leur donner des oses de sèche, le calcium plus, le machin, tant qu'il n'y a pas ces enzymes de vitamine D3 qui vont permettre le stockage du calcium, le calcium que vous leur donnez en fait, il part dans le vent. Donc c'est pas la production du calcium qui pose problème, c'est la présence de la vitamine D3 qui va pouvoir stocker et fixer le calcium. Donc bien faire la différence. La vitamine E est différente de la D3. La D3, elle fixe le calcium, et le calcium, il est déjà fabriqué par le corps. On peut leur donner du calcium en plus, mais s'il n'y a pas de vitamine D3 dans le corps de l'oiseau, le calcium qu'on leur donne ne sera pas utilisé s'il n'est pas fixé. Donc maintenant, j'ai juste besoin, je vais retirer ces produits. J'ai juste besoin en fait pour finir l'aspect technique de l'éclairage, juste besoin de vous parler en fait de la puissance d'un éclairage. Donc on a parlé de la composition d'une lumière, elle se compose de plusieurs couleurs. Maintenant, et l'importance de l'UV pour les oiseaux. Maintenant, ce que je souhaite vous dire, c'est que la lumière, elle a une puissance. Elle est calculée en lumens. Donc c'est la force d'éclairage qui est différente de ça. Ça, c'est la composition avec plusieurs couleurs, comment on compose notre lumière. S'il y a plusieurs couleurs, c'est qu'elle est complète. S'il y a moins de couleurs, c'est que la lumière, elle vire soit vers le bleu, soit vers le rouge, soit vers le jaune, etc. Donc, plus elle est blanche, plus elle est complète. Moins elle est blanche, elle vire vers une couleur, et plus le spectre il est réduit, soit ici, soit ici, soit ici, etc. Donc maintenant, c'est la puissance d'éclairage qui, elle se mesure en lumens. Et les techniciens, ils connaissent très bien Moi, je ne suis pas technicien, mais par contre, j'avais fait beaucoup de recherches à l'époque. Et donc, du coup, il ne faut pas hésiter, parce que beaucoup d'éclairage, là, est-ce que vous voyez mes éclairages? Donc ça, c'est de la lumière blanche LED, qui n'a pas de fréquence, donc elle est stable. Par contre, j'ai rajouté une espèce de gaine. Vous voyez très bien que l'éclairage que j'ai mis ici, en fait, il n'est pas direct. Pourquoi? Parce que les oiseaux, ils ne pourront pas voir, ça va les déranger. La force d'éclairage va déranger les oiseaux, et j'ai rajouté des gaines. Je vais voir où est-ce que je peux trouver les gaines. Attendez, si j'enlève... Je ne sais pas si vous arrivez à voir. En fait, mes LED, ils passent à l'intérieur d'une gaine. Voilà, on la voit, une gaine un peu transparente. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre à l'intérieur. Je vais passer peut-être à l'intérieur, on va mieux voir. Hop. Donc voilà, est-ce que vous voyez une gaine transparente? On le voit peut-être ici. Voilà, donc vous voyez les LED, et vous voyez que les LED, elles passent dans une gaine transparente, elle est plus grande que la LED. Pourquoi? C'est pour diminuer en fait la force de l'éclairage. Pourquoi? Il y en a qui font ça encore plus propre, ils vont avec des alvéoles en fait, avec des alvéoles. On a la bande de LED ici, avec des alvéoles en fait, ils vont venir faire une espèce
une espèce de, comment on appelle ça? Une espèce de U, voilà, une espèce de gouttière dans laquelle les LED ils vont passer. Donc la LED elle sera comme ça, hop, et eux ils vont faire une espèce de réglette. Ça se vend maintenant. Des réglettes dans lesquelles ils vont mettre les LED, comme ça la lumière elle sera moins gênante quand les oiseaux ils vont regarder dedans. Donc voilà, donc ça c'est juste un piège parce que souvent on va regarder les autres paramètres et on oublie la force de l'éclairage. La force de l'éclairage elle peut gêner les oiseaux parce qu'ils ne pourront jamais regarder vers le haut. C'est trop fort et donc du coup moi ce que j'utilise, avant je mettais du scotch, quasiment du scotch, et maintenant chez le roi Merlin j'ai trouvé des gaines transparentes. Donc je fais passer mes LED dans les gaines transparentes et avec un sèche-cheveux je viens chauffer et la gaine elle va se serrer contre les LED et ça fait baisser un peu la force d'éclairage. À ne pas confondre avec le spectre. Le spectre, c'est un critère de couleur riche ou pas, et la force, c'est le lumin, c'est la force de transmission de l'éclairage. Donc le dernier chapitre, et c'est celui qui va intéresser beaucoup de monde, ce sont les réglages de lumière artificielle. Quand on souhaite travailler sur la lumière artificielle, il y a certaines règles à suivre. Donc tout d'abord, je rappelle que dans l'année, il y a quatre périodes pour les oiseaux. Il y a la période de préparation à la reproduction, la période de reproduction, suivie de la période de la mue et la période de repos. Et donc les oiseaux, ils ont une horloge biologique qui va gérer en fait ces périodes en fonction de la durée de la journée. Donc ici, j'ai mis la durée de la journée qui part de 0 jusqu'à 18 heures. Après, on peut aller même plus que 18 heures, mais ça ne m'intéresse pas. Et ici, j'ai essayé de mettre quelques mois, de janvier, février, mars jusqu'à novembre. Et donc la durée de la journée, elle va, ça c'est naturellement. Donc ça, c'est la courbe naturelle, la lumière du jour, hop. Donc elle va atteindre son maximum vers le mois de juillet. Et donc du coup vers le mois de juillet on est légèrement supérieur à 18 heures. Donc on commence en janvier à partir de 9h 10h et la lumière du jour va se rallonger, les journées vont se rallonger, se rallonger. Par contre les oiseaux vont pas attendre en fait l'extrémité, vont pas atteindre le pic de la journée, les journées les plus longues pour se reproduire. Eux comme on a vu, ils ont besoin que de 15 heures d'éclairage. Donc à partir de 15 heures, à partir de là, hop, ils vont commencer à se reproduire. Et les journées, elles continuent en fait. Les journées continuent à se rallonger. Et une fois que c'est au pic, une fois qu'il a eu la première chute de longueur de journée, ça déclenche chez les oiseaux la mue. Ils peuvent être en plein couvaison, ils peuvent être en fin de repro. En général, les éleveurs, ils arrêtent en fait la reproduction 1 à 2 semaines avant que les journées se rétrécissent. Pourquoi? Pour pas que les oiseaux rentrent en mue alors qu'ils ont des jeunes ou ils sont sur les œufs. Donc c'est pour ça l'intérêt de faire 2 tours ou 3 tours, c'est pour respecter une belle entrée en mue plutôt qu'avoir une entrée de mue alors qu'ils sont en train de nourrir les jeunes, etc. Et donc ça c'est la lumière naturelle. Donc nous, pour les éleveurs qui ne souhaitent pas, qui souhaitent éviter les poux parce que là il fait très chaud, qui souhaitent éviter la chaleur, la canicule, les poux pour X raisons, ce qu'on va faire avec l'éclairage naturel, c'est on va aller chercher les 15 heures ici très vite. Donc au lieu d'attendre ici, on va faire un truc comme ça. Hop, et on n'a pas besoin de monter jusqu'à 18 heures parce que nos canaris vont se reproduire à partir de 15 heures de lumière. Et on va redescendre, hop, comme ça. Et donc du coup, on a décalé la période de reproduction, elle est là, de là à là, hop. Donc la prépa, en fait, on a juste réduit la période de préparation et on récupère la période de reproduction, on récupère la période de mue et on récupère la période de repos. Donc la période de préparation, on l'a rétrécie, par contre, la période de repos, on l'a augmentée. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'impact sur nos oiseaux. On a conservé la même période de reproduction, on a conservé la même période de mue. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rétréci la période de reproduction et ce qu'on a perdu dans la période de reproduction, on va le gagner dans la période de repos. Mais comme le repos, il est collé à la préparation de l'année suivante, on ne perd rien et il n'y a pas d'impact négatif sur les oiseaux. Donc par contre, il faut bien maîtriser cette courbe-là. Il ne faut pas laisser grandir et à un moment donné, ils vont rentrer en mue, soit parce qu'il y a trop d'éclairage, soit parce qu'on a fait une erreur technique pour faire chuter l'éclairage avant de l'augmenter.
Et donc, dès que l'éclairage il chute, l'horloge biologique des oiseaux, elle le détecte, elle va déclencher une mue. Donc, si vous avez fait une erreur, ça ne sert à rien d'augmenter l'éclairage. Il faut le laisser descendre, sinon vous allez déclencher des fausses mues ou des vraies mues suivies de fausses mues. Donc voilà, donc juste pour vous expliquer ce qui se passe, c'est qu'on va aller chercher les 14 heures de lumière très vite au mois de février, mais par contre, il ne faut pas laisser monter la durée de journée, ça ne sert absolument à rien. Vous êtes juste en train de fatiguer vos oiseaux. Vous les laissez entre 15h, 16h et vous redescendez 2 mois plus tard doucement. Ce qui est aussi important, c'est progressivement c'est que toutes les semaines, vous donnez 40 minutes. Toutes les semaines, vous rajoutez 40 minutes. Et ne jouez pas que sur le lever de soleil, jouez aussi sur le coucher du soleil. Des fois, vous rajoutez par exemple 30 minutes au lever du soleil et vous rajoutez 15 minutes au coucher du soleil. Et la semaine suivante, vous faites l'inverse. Vous faites 30 minutes au lever du soleil et 15 minutes au coucher du soleil. Comme ça, vous trouverez l'équilibre. Il ne faut pas du jour au lendemain passer de 10 à 15 heures. Là, forcément, vos oiseaux ne feront rien du tout. Et pour rassurer les gens, c'est qu'on n'impacte pas la repro ni la mue. On va réduire la prépa et on va augmenter le repos. Mais comme le repos ici, il est collé à la prépa qui suit, en fait, ça revient au même. La prépa et le repos, c'est quasiment... il y a des éleveurs qui sont en Amérique, en fait, pour eux, ils n'ont pas de prépa, ils n'ont pas de repos. Ils considèrent que le repos, c'est la préparation. Ils n'ont que 3 phases dans l'année. Et donc voilà les amis, ça explique pourquoi certains éleveurs ils ont déclenché en fait une mue dans leur élevage sans faire exprès, soit via une erreur, ils ont touché à la lumière en plein période de reproduction, ou soit il y a eu des fois des bugs, les gens qui utilisent des dimmers achetés occasion ou quoi que ce soit. Moi personnellement mon dimmer il est HS et je l'ai mis de côté, maintenant je le fais annuellement. Il est tombé HS en février. Et là, je prévois de l'ouvrir pour voir qu'est-ce qu'il y a cramé. Mais ça ne m'a pas empêché de faire tout le réglage manuellement toutes les semaines sans aucun problème. Donc les gens qui utilisent des dimmers qui sont vieux ou quoi que ce soit, entretenez votre matériel. Pardon. Parce que il suffit en fait que le dimmer il plante et puis ça va vous pourrir votre saison d'élevage. Bon les amis, c'était Canari du 28. J'espère que le sujet était intéressant pour vous. Je vous dis bon visionnage et ciao ciao.